Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Mon plaisir est grand de vous retrouver pour la chronique de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la concurrence fiscale entre États. Pour entamer cette chronique, j'aimerais citer Joseph Stiglitz, un économiste et prix Nobel d'économie, qui dit que la concurrence fiscale n'est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de l'usage qu'on a fait. Je m'accorde à sa pensée. Pourquoi parler de concurrence fiscale entre États et qu'est-ce que cela représente concrètement pour les citoyens que nous sommes? La fiscalité est souvent considérée comme la bête noire de la plupart des gens. Et d'ailleurs, d'après les correcteurs à l'université, c'est l'une des matières la moins maîtrisée par les étudiants. Ne vous en faites pas, je vais essayer de simplifier les choses de sorte à ce que quiconque n'a même jamais entendu parler du mot fiscalité puisse aisément comprendre la thématique développée en ce genre. Nous allons parler d'un sujet passionnant qui concerne aussi bien les fiscalistes que tous les contribuables que nous sommes ici. Il s'agit de la concurrence fiscale. Pourquoi faut-il en parler? D'abord parce qu'elle nous concerne tous en tant que contribuables. Ensuite parce elle peut être avantageuse pour celles ou ceux qui désirent entreprendre ou faire des affaires au-delà des frontières d'un seul pays. C'est possible, n'est-ce pas? C'est donc intéressant de parler de la concurrence fiscale parce qu'elle est bonne et profitable pour les contribuables. Imaginez que vous avez créé une entreprise qui se développe et vous vous demandez où vous devez vous installer pour payer moins d'impôts. La concurrence fiscale vous permettra d'avoir l'embarras du choix. Alors, c'est quoi la concurrence fiscale concrètement? Que faut-il retenir de la concurrence fiscale entre États? La concurrence fiscale peut être appelée compétition fiscale, moins-disant fiscal ou encore dumping fiscal. Même si tous ces termes renvoient plus ou moins à la même chose, à la même réalité, il n'empêche pas qu'il y ait quelques nuances entre eux. En termes simples, la concurrence fiscale est un ensemble de règles prises par un État dans le but d'instaurer une législation fiscale moins restrictive que celle de ses concurrents pour attirer des investissements étrangers, des capitaux et des personnes physiques ou morales. Le dumping fiscal, qui ne s'éloigne pas beaucoup de la concurrence fiscale, désigne la stratégie fiscale encourageante adoptée par un pays pour attirer sur son sol des investissements ou des individus, très souvent les personnes très fortunées. Cette méthode cherche en réalité à renforcer la compétitivité de l'État qui l'applique, mais elle est aussi souvent considérée comme déloyale lorsque l'écart fiscal est très marqué par rapport à ce qui se fait dans les pays limitrophes. L'État qui recourt au dumping fiscal ajuste son taux d'imposition à la baisse afin de renforcer son attractivité fiscale. On emploie fréquemment ce terme dans le contexte de la fiscalité des entreprises, mais gardons le terme concurrence fiscale qui est peut-être plus simple à prononcer que dumping fiscal, ça dépendra peut-être des uns ou des autres. Concrètement, lorsqu'un État baisse ses taux d'imposition pour attirer les investissements, ses voisins se sentent obligés de faire la même chose pour eux aussi rester compétitifs. C'est comme deux grands supermarchés qui sont situés dans le même quartier et puis tout d'un coup, l'un décide de baisser par exemple les prix sur ses pâtes à 50 centimes pour attirer plus de clients et que l'autre riposte en disant également qu'il baisse les prix de ses pâtes à 40 centimes. Et c'est là qu'on parle de concurrence fiscale qu'il faut transposer bien évidemment dans le contexte des États qui sont amenés parfois à baisser leurs impôts pour attirer plus de sociétés. Cette pratique comporte des externalités qui sont qualifiées d'horizontales et de verticales. Elles sont horizontales lorsqu'elles concernent des entités d'un même niveau comme des États et verticales lorsqu'elles touchent des entités de niveau hiérarchique distincts comme un État et une région. À quel moment parle-t-on de concurrence fiscale dommageable? La concurrence fiscale dommageable est un concept défini par l'OCDE,
l'Organisation de coopération et de développement économique, dans son rapport de 1988. Comment l'OCDE appréhende cette notion? Pour l'OCDE, elle désigne les pratiques fiscales non transparentes, lesquelles diffèrent fortement des pratiques fiscales habituellement acceptées, qui sont offertes à certaines entreprises seulement et qui ne sont pas en rapport avec une activité réelle. À cet effet, l'OCDE distingue les régimes fiscaux préférentiels et les paradis fiscaux. De manière simple, un paradis fiscal est un territoire qui va proposer une fiscalité avantageuse, voire inexistante pour ses non-résidents et aux entreprises. Les régimes fiscaux préférentiels, quant à eux, ce sont des régimes spéciaux en fait qui prévoient un taux d'imposition et des règles fiscales plus simples par rapport à un système fiscal ordinaire. Quand des États se livrent à une telle concurrence, à qui cela profite au final? Qui sont les principaux bénéficiaires de la concurrence fiscale? Eh bien, ce sont les entreprises et les personnes les plus fortunées dont les profits sont moins taxés. Vous pourriez vous demander pourquoi les États se lancent-ils dans une telle bataille? Qu'est-ce qu'ils cherchent concrètement? Nous allons essayer de répondre à cette question. Les États baissent leurs impôts pour diverses raisons, telles que pour devenir attractifs pour les investisseurs, favoriser les exportations et rendre les entreprises locales plus compétitives. Par conséquent, moins d'impôts égale moins de coûts d'exploitation et le résultat est que les prix qui en découlent seront compétitifs. C'est aussi une autre raison peut-être d'attirer ou de retenir les résidents les plus fortunés sur leur territoire car ils profitent de l'économie locale à travers l'argent qu'ils dépensent et les biens qu'ils consomment. La concurrence fiscale est une vraie compétition à la manière par exemple je dirais de deux restaurants qui vont crier tour à tour « venez chez moi » et l'autre va dire également « venez chez moi ». Et car non seulement l'entrée est gratuite, l'un dira venez chez moi parce que l'entrée est gratuite et l'autre dira venez chez moi, l'entrée est gratuite, mais en plus je vous offre le dessert. C'est ainsi un peu la compétition que se livrent les États en matière de fiscalité. Puisque chaque État va baisser ses impôts pour attirer plus d'investissements et d'argent économique sur son territoire. La concurrence fiscale est donc un phénomène économique et d'ailleurs elle a été abondamment évoquée dans des débats publics économiques. Ce n'est pas un concept juridique à la base. C'est de l'économie, c'est vrai, mais au fil du temps, les juristes ont essayé d'intervenir pour trouver des solutions contre ces fléaux. Alors, quelles sont les causes de la concurrence fiscale entre États? La concurrence fiscale entre États est généralement provoquée par la mobilité des agents économiques qui exercent une certaine pression sur les systèmes fiscaux nationaux. Cela entraîne par conséquent une baisse incontrôlée des impôts. Il est vrai que chaque État possède une souveraineté qui lui permet de déterminer le niveau d'imposition et les procédures de recouvrement applicables sur son territoire. Toutefois, l'élimination des obstacles, notamment douaniers, et également la hausse des investissements à l'échelle internationale, amène désormais à évaluer les États en fonction de leur politique fiscale interne. Devant cette situation, les pays sont obligés d'être séduisants et en utilisant la fiscalité comme un outil et de levier. De nos jours, la fiscalité joue un rôle crucial dans l'attractivité des États, principalement à cause du processus de mondialisation qui favorise la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des informations au-delà des limites territoriales. Comme Adam Smith le disait, et je vais le citer, « La terre est une chose qui ne peut s'emporter, tandis que le capital peut s'emporter très facilement. Le propriétaire de terre est nécessairement citoyen du pays où est situé son bien. Et le propriétaire de capital est proprement citoyen du monde et il n'est attaché nécessairement à aucun pays en particulier. Il serait bientôt disposé à abandonner celui où il se verrait exposé à des recherches vexatoires qui auraient pour objet de le soumettre à un impôt onéreux
et il ferait passer son capital dans quelque autre lieu où il pourrait mener ses affaires et jouir de sa fortune à son aise. D'ailleurs, il rajoute que c'est le capital qui met la terre en culture. C'est le capital qui met le travail en activité. Un impôt qui tendrait à chasser les capitaux d'un pays aurait pour effet de dessécher toutes les sources de revenus, tant du souverain que de la société. Ce ne serait pas seulement des profits de capitaux, ce serait encore la rente de la terre et les salaires du travail qui se trouveraient nécessairement plus ou moins diminués par cette émigration des capitaux. Je termine sa citation là. En d'autres termes que nous dit Adam Smith par cette citation que je viens de vous communiquer, le contribuable peut envisager de déménager si l'imposition fiscale dans l'État où il réside lui semble trop élevée. Cependant, en s'en allant, il va emporter avec lui la richesse dont son pays profitait. C'est cela que les États veulent justement éviter en se livrant à la concurrence fiscale. C'est retenir ces personnes sur leur territoire. Il apparaît également que la mondialisation est la cause de la concurrence fiscale qui ne peut exister que si les matières premières se déplacent. Ce mouvement se dirige donc vers un État plus attractif pour le contribuable du point de vue fiscal, bien évidemment. Cette mobilité des contribuables est favorisée, comme je l'ai dit, par la mondialisation. Et il y a cette liberté de mouvement qui permet aux agents économiques de privilégier un pays à la fiscalité favorable plutôt qu'un autre. Et c'est cette décision qui marque le début de la compétition fiscale. À cet égard d'ailleurs, la concurrence fiscale ressemble donc à une situation où certains contribuables mettent constamment en rivalité les systèmes fiscaux de différents États et également les réponses des États pour optimiser leur place dans cette concurrence. Par conséquent, l'effet secondaire de cette concurrence conduit à l'instauration d'une politique fiscale incitative de la part des États, un aspect que je développerai dans la prochaine chronique. Les entreprises multinationales sont attirées par les taux d'imposition sur les sociétés. De ce fait, le taux nominal de l'impôt sur les sociétés représente un critère essentiel que vont scruter les investisseurs internationaux lorsqu'ils veulent évoluer et évaluer un pays dans lequel ils projettent de s'établir. Au-delà, par exemple, des zones fiscales avantageuses, les nations s'efforcent de préserver les activités réelles des entreprises sur leur territoire. Les entreprises multinationales sont attirées par les taux d'impôt sur les sociétés. De ce fait, le taux nominal de l'impôt sur les sociétés représente un critère essentiel que scrutent les investisseurs internationaux lorsqu'ils évaluent les pays où ils projettent de s'établir. Donc, au-delà des zones fiscales avantageuses, les nations s'efforcent de préserver les activités réelles des entreprises sur leur territoire, même si cela implique d'imposer partiellement leurs revenus fiscaux afin de sauvegarder les sauvegarder sur le territoire, ainsi que la création des emplois que ça induit parfois. Cette circonstance va engendrer dès lors une compétition fiscale entre les pays. Et dans cette compétition entre États, certains États vont jusqu'à créer des paradis fiscaux en offrant des secrets bancaires et des faibles taux de fiscalité. Et les résidents d'une juridiction fiscale peuvent subtilement, de manière légale ou non, transférer leurs biens vers ces paradis fiscaux afin d'échapper au taux d'imposition de leur lieu de résidence initial. La concurrence fiscale ne pose problème que lorsque deux éléments se combinent. Le régime fiscal préférentiel proposé par l'État, c'est-à-dire c'est lorsque l'État met en place des règles ou des avantages fiscaux comme des taux d'imposition réduits ou des exonérations pour attirer des investissements ou soutenir certains secteurs d'activité. L'utilisation déloyale de ce régime par le contribuable est également un aspect qui fait que la concurrence fiscale peut causer problème. C'est-à-dire, c'est le cas lorsqu'un contribuable, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un individu, exploite ses avantages d'une manière abusive ou inappropriée
par rapport à ce pourquoi cela a été mis en place. Par exemple, ils pourraient utiliser des montages fiscaux artificiels pour payer moins d'impôts sans apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie de ce pays. Alors, quelle incidence cela a-t-il pour les contribuables? Pour les contribuables que nous sommes, la concurrence fiscale a bien évidemment des effets. Pour comprendre l'incidence de la concurrence fiscale pour les contribuables que nous sommes, prenons par exemple le cas de 2 parcs d'attractions. Disons que le parc A va décider de baisser ses tarifs d'entrée pour attirer une catégorie de personnes. C'est comme offrir un billet d'or à prix cassé en quelque sorte. Et puis vous avez le parc B qui va répliquer à son tour en proposant lui aussi des tarifs attractifs d'entrée et des tarifs attractifs également sur d'autres attractions. Mais pour compenser cette baisse de tarifs, ces tarifs attractifs qu'il propose, il va étendre sur toutes les attractions un tarif, c'est-à-dire que même les attractions qui étaient gratuites, il va appliquer désormais un tarif payant. Donc imaginez-vous que vous devez payer pour chaque attraction que vous faites désormais, que ce soit le tour de la grande roue ou du labyrinthe, ça dépend des attractions que vous aimez bien. Résultat, on arrive à un jeu inégal. D'un côté, dans le parc B, par exemple, les derniers visiteurs qui auront profité de tarifs avantageux puisque le parc aura cassé ses prix pour s'aligner aux prix attractifs que propose le parc A. Et de l'autre, les premiers visiteurs qui se trouvaient déjà dans ce parc vont se retrouver avec une addition surprise à la fin de la journée puisque certaines attractions à l'intérieur du parc seront devenues payantes pour équilibrer ces prix attractifs qui ont été accordés par le parc. C'est pareil en matière de fiscalité. Cet ajustement fiscal auquel procèdent les États, bien qu'ayant pour but de maintenir les revenus, crée une injustice car certains vont bénéficier de conditions préférentielles tandis que d'autres payent plus pour une expérience équivalente, pour faire le parallèle avec les parcs d'attractions. La concurrence fiscale en État sacrifie la justice fiscale. Cela signifie que les entreprises et les grandes fortunes sont qualifiées de mobiles parce qu'elles peuvent facilement changer de domicile ou de siège social pour profiter d'avantages fiscaux offerts par différents États. En d'autres termes, elles vont choisir de s'installer là où les impôts sont les plus faibles. Et les autres agents économiques comme les salariés, les petites entreprises ou les populations locales sont immobiles. Ils n'ont pas la même possibilité de déménager ou de déplacer leur activité pour éviter des impôts élevés. Par conséquent, c'est eux qui vont subir les effets négatifs de cette concurrence fiscale. Alors que les entreprises et les grandes fortunes vont tirer profit de la baisse des impôts en se déplaçant, les autres vont rester coincés dans les régions où les impôts doivent être maintenus ou même augmentés pour compenser justement cette perte de recettes fiscales induite par les incitations fiscales qui ont été accordées par les États pour attirer des investissements directs étrangers. Et cela crée une inégalité entre ceux qui peuvent choisir leur environnement fiscal et qui bénéficient d'un avantage, tandis que ceux qui ne peuvent pas changer leur situation doivent supporter des charges plus lourdes et des services publics de moindre qualité. Donc on y voit bien qu'il y a une certaine injustice fiscale générée par la concurrence fiscale. Vous comprendrez donc que la concurrence fiscale est bénéfique pour une catégorie de contribuables et désavantageuse pour une autre catégorie. Pour les entreprises, la concurrence fiscale offre une véritable liberté d'action, je dirais. Elle leur offre la possibilité de sélectionner astucieusement leur lieu d'établissement et la manière de structurer leurs activités pour minimiser leur fiscalité. Par exemple, une société peut établir des filiales dans divers pays et ajuster leur prix de transfert entre elles pour transférer ses profits vers des juridictions où les taxes sont moins élevées. En comparaison, les individus qui n'ont pas cette flexibilité vont se retrouver
coincées, je dirais, tandis que les entreprises peuvent, elles, en quelque sorte, jongler avec la géographie mondiale pour maximiser leur fiscalité. Les personnes physiques sont généralement rattachées à leur lieu de résidence ou de travail. À moins d'être extrêmement fortuné et de disposer, je dirais, d'options spécifiques, la plupart des individus n'ont pas la possibilité de déplacer leurs sources de revenus librement comme ces grandes multinationales. Pour résumer, donc, la concurrence fiscale permet aux entreprises d'optimiser leur fiscalité via une mobilité géographique et des structures financières sophistiquées. En revanche, les particuliers ont beaucoup moins de possibilités pour bénéficier de cette concurrence et ces dernières sont rarement aussi efficaces. L'impôt sur les sociétés sert à financer les services publics utilisés par les entreprises et à prélever une partie des revenus du capital à l'avance, ce qui empêche ces entreprises de dissimuler leurs revenus. Donc l'impôt sur les sociétés va venir compléter l'impôt sur les personnes physiques. De surcroît, il faut reconnaître que les recettes fiscales issues des entreprises sont plus facilement mobilisables par les États. C'est ainsi que la baisse de l'imposition des entreprises réduit les capacités de redistribution et accentue les inégalités. Cela peut notamment entraîner une pression fiscale plus forte pour les travailleurs qui sont moins mobiles. En définitive, la concurrence fiscale ne profite qu'aux grandes multinationales et aux individus très fortunés et non à tous les contribuables. Parlons à présent des conséquences de la concurrence fiscale pour les États. Parmi les conséquences imputées à la concurrence fiscale, il y a notamment une sorte de perte de contrôle de la souveraineté des États, comme s'ils devaient jouer un peu à la roulette russe avec leurs propres taxes. Les autorités publiques ne sont plus en mesure de fixer librement leur configuration de taxes obligatoires, et ce qui entraîne une diminution de leur capacité à financer les services publics essentiels en raison de l'érosion des revenus publics induite par cette concurrence fiscale. La réduction des revenus fiscaux complique le financement des services publics et des infrastructures. Le danger est que les systèmes fiscaux nationaux se restructurent au détriment de bases économiques les moins mobiles, ce qui va amplifier le risque d'inégalité entre deux contribuables ayant des revenus comparables. Dans certains domaines, la concurrence fiscale peut je dirais encourager le développement d'activités peu impactantes au lieu de soutenir des projets qui auraient eu un effet positif sur l'économie. En gros, la fiscalité tend à avantager les revenus épargnés et qui peuvent se déplacer facilement plutôt que ceux qui sont dépensés. Et c'est à cause de la concurrence fiscale que les États sont amenés à réduire leurs impôts. Par exemple, en 2017, le président américain Donald Trump a réduit le taux de l'impôt sur les sociétés fédérales de 35% à 21%. De même, la France avait également décidé une diminution progressive de son taux d'imposition des sociétés, avec l'objectif d'atteindre un taux de 25% à partir de 2022. Cette politique de réduction d'impôts sur les sociétés principal impôt touchant, qui est le principal impôt qui touche les entreprises, a pour but d'attirer davantage de revenus imposables tout simplement sur leur territoire. Vous voyez bien que pour les États, la concurrence fiscale peut constituer une contrainte pour chaque système fiscal étatique en restreignant son champ de la souveraineté fiscale nationale. Comme cela a été dit plus tôt, la concurrence fiscale entraîne une baisse d'impôts et en le transformant en un outil de compétitivité en tant qu'instrument principal d'attractivité. Par conséquent, si la fiscalité de l'État n'est pas attrayante, cela va mettre en danger ce dernier. Donc, il revêt une importance cruciale pour la pérennité des systèmes fiscaux et sociaux des nations. Il en résulte que les signes d'une concurrence fiscale sur le plan juridique sont les taux d'imposition et les niches fiscales.
Les taux comme ceux de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur la production indiquent l'existence de la concurrence fiscale. Les niches fiscales qui permettent aux contribuables de réduire leurs impôts peuvent prendre diverses formes, et comme des aides d'État ou des accords préalables avec l'administration fiscale, entre l'administration fiscale et le contribuable, pour garantir en fait des avantages fiscaux et une certaine sécurité juridique. Lorsque les États baissent des impôts, cela entraîne également des baisses de leurs recettes fiscales. Et c'est ainsi que les réformes fiscales aux États-Unis en 2018 ont conduit à une baisse drastique des revenus fiscaux provenant de l'impôt sur les sociétés. Elles représentaient 1,7% du PIB et sont passées à 0,8% du PIB. Et en France, une diminution de l'impôt sur les sociétés d'un point entraînerait par exemple près de 1,4 milliard d'euros et de manque à gagner pour les finances publiques de l'État. Il faut tout de même relativiser ces aspects car une réduction de l'impôt ne conduit pas nécessairement à une diminution des revenus de l'État. Par exemple, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont préservé des revenus constants, tandis que le Japon, l'Italie et les États-Unis ont connu une baisse de leurs recettes fiscales. On peut expliquer ce paradoxe en se basant sur la définition des bases fiscales, la rentabilité des sociétés et l'étendue de l'évasion fiscale. En fait, la réduction de l'impôt sur les sociétés peut également séduire de nouvelles compagnies à s'installer sur le territoire et ça pourrait également stimuler ainsi l'emploi et la production, ce qui pourrait compenser la diminution des revenus fiscaux induits par ces baisses d'impôts pour attirer les investisseurs, notamment comme on l'a vu précédemment, les baisses d'impôts sur les sociétés qu'ont mis en place certains pays. Et c'est dans cette perspective que les États se livrent à la concurrence fiscale en acceptant le risque de perdre des recettes fiscales, en se disant que cela sera compensé bien évidemment autrement. Les pays industrialisés sont mieux équipés pour faire face à ce nouveau climat de compétition puisque leur économie est diversifiée et offre donc plus d'opportunités aux entreprises que de simples taux fiscaux bas. Leur appareil administratif également peut mieux surveiller les pratiques fiscales déviantes, alors que les pays en développement ont tendance à compter davantage sur les impôts et la consommation et dans leur composition de recettes fiscales par rapport aux pays développés. Par conséquent, les nations de l'OCDE génèrent par exemple en moyenne 70% de leurs recettes fiscales à partir des impôts directs, tandis qu'un pays tel que le Brésil dépend à 70% des impôts indirects pour ses revenus. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cet épineux problème de la concurrence fiscale? La lutte contre les pratiques fiscales déloyales de concurrence fiscale s'articule autour notamment de la transparence fiscale qui implique de rendre accessible au public des informations fiscales et financières dans le but de combattre l'évasion et l'optimisation fiscale. Pour ce faire, il s'agira de se concentrer sur le comportement des États qui doivent promouvoir la coopération en matière fiscale afin de freiner la déloyauté des contribuables. Comme ce sont les États qui octroient de multiples avantages fiscaux dans le but exprès d'attirer les investisseurs au détriment et d'autres juridictions fiscales, il faudrait donc des outils juridiques qui interviennent dans le cadre du contentieux, notamment pour prévenir cette concurrence fiscale dommageable et sanctionner surtout les contribuables qui sont auteurs de ces comportements déloyaux. La solution à ce problème de concurrence fiscale peut aussi venir à l'échelle internationale. À cet effet, il y a par exemple le BEPS qui comprend 15 actions et qui a été lancé en 2012. Et comme le suggère son intitulé, ce projet a pour objectif de combattre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, notamment les actions 5 et 13 du projet BEPS qui se concentrent particulièrement sur la question de la concurrence fiscale préjudiciable. L'action 5 porte notamment sur la lutte plus efficace contre les pratiques
fiscale néfaste en tenant compte de la transparence et de la substance. Elle englobe un critère minimum lié à la transparence et inclut notamment un partage d'informations obligatoires à titre spontané. Quant à l'action 13, de son côté, elle se situe aussi dans une optique de transparence en mettant en place une obligation d'échange d'informations concernant la distribution mondiale des bénéfices des sociétés multinationales et des impôts qu'elles paient. C'est dans cette même lancée que l'Union européenne s'est d'ailleurs engagée dans une démarche d'harmonisation fiscale des législations nationales permettant l'application de taux d'imposition et d'assiettes communs pour ses États membres. Mais comme vous le savez, l'harmonisation fiscale est difficile et les organisations d'intégration économique s'orientent plutôt vers une coordination fiscale engagée grâce à des instruments juridiques. Cela a pour conséquence de réduire considérablement la concurrence fiscale que se livraient les États membres, puisque ces derniers voient désormais leur marge de manœuvre réduite et en ce qui concerne notamment la détermination des taux d'imposition et d'assiette, si bien qu'elles ne peuvent plus en principe se permettre de fixer des taux attractifs en deçà de la norme communautaire. Ces restrictions par des cadres harmonisés vont permettre de réguler et amoindrir la concurrence fiscale préexistante. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, est une organisation sous-régionale qui a justement réussi cet exploit d'harmonisation fiscale pour lutter contre la concurrence fiscale. Cette organisation constitue aujourd'hui un modèle de réussite d'intégration régionale avec pour but de résoudre notamment les problèmes de disparité des taux d'imposition entre ces États. C'est ainsi que les États membres de l'UEMOA, en renonçant en fait à leur concurrence fiscale dommageable, aspirent à obtenir des meilleurs gains en recettes fiscales, ce qui va leur permettre de mettre en place des conditions nécessaires, des infrastructures qui vont booster également les investissements à long terme ou les gros investissements. En conclusion, la concurrence fiscale pratiquée par les États pour attirer davantage d'investissements n'est pas seulement l'affaire des fiscalistes, car ces conséquences vont se répercuter sur tous les contribuables sans exception des professions ou des métiers dont nous sommes issus. C'est un phénomène social dont tout le monde devrait être informé. C'est un phénomène qui est favorisé par la mondialisation et qui a facilité justement cette mobilité des facteurs économiques. Et il faut reconnaître que la concurrence fiscale profite davantage plus aux multinationales qu'aux États qui s'y livrent. C'est pourquoi les organisations d'intégration économique telles que l'Union européenne ou l'UEMOA ont élaboré des normes communautaires et dans le cadre du processus de rapprochement de leur fiscalité de leurs États membres pour encadrer ces pratiques en vue d'éliminer notamment les différences des taux d'imposition et des régimes fiscaux qui entraînent des pertes de recettes fiscales, ainsi que d'autres conséquences néfastes que nous avons abordées tout au long de cette chronique. Ce sont ces conséquences qui ont conduit justement à la mise en place de mécanismes de coopération fiscale au niveau international, notamment avec l'OCDE et son cadre inclusif sur le BEPS. Pour l'heure, je dirais que la problématique de la concurrence fiscale entre États est loin d'appartenir au passé. Cependant, il y a des efforts appréciables qui sont conjugués tant par les États que par les organisations d'intégration économique. Vous l'aurez donc compris, la concurrence fiscale est un fléau qu'il faut endiguer pour des systèmes fiscaux assainis et des impositions plus justes, équitables et plus rentables. Face à une tentation grandissante des pays en développement, y compris les pays africains, d'attirer le maximum d'investissements directs étrangers en se revêtant de leurs plus beaux appareils fiscaux pour séduire les investisseurs, il est à se demander qui remportera la course du moins-disant. Qu'à cela ne tienne, la fiscalité et l'investissement sont appelés à trouver un compromis en vue de minimiser la concurrence fiscale. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que cette chronique aura suscité votre intérêt. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine chronique qui abordera la question de la fiscalité et de l'investissement, deux amis ennemis.
Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.